Bonjour à tous. Voilà, donc moi je m'appelle Arnaud Varnier, je suis CEO et fondateur de Windoo. Donc je suis en compagnie d'Olivier de Simundia et de Marine de Miro. Bonjour. Bonjour. Ah, bah, on a perdu Arnaud. Mais Arnaud allait vous dire qu'il était absolument ravi d'animer ce webinaire avec vous et avec nous, et qu'évidemment, tout au long du webinaire, il ne fallait pas hésiter à poser les questions dans le chat, à répondre au sondage aussi qu'on vous proposera. Donc, on va peut-être attendre qu'il puisse se reconnecter avant de lancer les introductions. Où est-ce qu'on démarre? Bon, on peut peut-être... Peut-être les présentations, si tu veux. Ouais, on va commencer par les présentations. Alors, allons-y. Bah, écoute, Marine, du coup, je te laisse te présenter, Ouais. peut-être aussi nous présenter Miro pour ceux qui ne connaîtraient pas, et puis après, j'enchaînerai, puis entre-temps, Arnaud nous aura certainement rejoint. Avec plaisir. Merci, Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je m'appelle Marine. Je suis DRH de Miro. Donc, Miro, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une start-up ou ce qu'on appelle maintenant plus communément une scale-up dans le domaine de la photographie. En fait, l'objectif de Miro, c'est d'être une plateforme qui permet aux photographes de faire ce qu'ils aiment, donc de réaliser des campagnes photos. Et nous, en fait, on va gérer toute la partie avant-vente, post-production, recherche de clients, livraison de photos, etc., retouche des photos notamment, par le biais d'un algorithme et d'intelligence artificielle qu'on a mis au point chez Miro et qui nous permet de retoucher les images facilement. Donc voilà, ça permet aux photographes de se concentrer sur ce qu'il aime vraiment. Et puis à nos clients, on travaille principalement en B2B, à nos principaux clients de recevoir des photos qui correspondent à un cahier des charges qu'ils nous ont, avec lequel on a travaillé avec eux. Miro, aujourd'hui, c'est environ 400 collaborateurs. On a été fondé en 2016. On est monté jusqu'à peu près 700-750 collaborateurs avant la crise. On est présent actuellement en France, en Espagne, à Singapour, en Inde et au Japon. Et avant la crise, on était aussi présent aux États-Unis. Je vous parlerai un petit peu plus de tout ce qu'on a vécu et notamment des différents plans sociaux par lesquels nous sommes passés un petit peu plus tard lors de ce webinaire. Mais comme ça, vous comprendrez bien le lien avec tout le sujet autour de l'engagement. Et très succinctement, donc mon parcours, ça fait une petite dizaine d'années que je fais ce métier. Et avant d'intégrer Miro, j'étais déjà DRH dans une autre start-up pendant 6 ans qui s'appelait United Credit. Et voilà pour ma part. Merci beaucoup, Marine. Arnaud nous a de nouveau rejoint. Donc, on avait enchaîné les présentations. Du coup, j'y vais, tu parleras juste après. Donc, moi, Olivier, je suis responsable marketing chez Simundia. Simundia, en quelques mots, c'est une start-up qui a pour ambition de démocratiser le coaching professionnel. Pourquoi ? Parce qu'on a la conviction que ça répond à beaucoup d'enjeux RH, notamment accompagnement de la transformation, de qualité de vie au travail, donc de stress, santé mentale, burn-out, voilà, qui sont des vrais sujets évidemment, des enjeux de diversité et d'inclusion dont on entend de plus en plus parler en ce moment, et peut-être qu'on y reviendra aussi, et enfin des enjeux de performance et croissance, évidemment, parce que quand tout va bien, il faut aussi faire monter en compétence et accompagner les collaborateurs. Et donc en fait, nous, on accompagne ces enjeux grâce au coaching parce que c'est l'outil le plus puissant de développement des soft skills et qu'il est personnalisé, donc chaque personne va pouvoir se développer selon son besoin propre et pas selon le besoin de la personne d'à côté, parce que par exemple, gérer ses émotions, c'est pas la même chose que gérer les émotions de la personne d'à côté, de manière concrète, parce qu'en fait, le coaching, c'est ancré dans le quotidien de la personne, c'est pas une formation qui sort du cadre, c'est de l'action en fait, dans le quotidien, accompagné par un coach, et enfin, orienter solutions ancrées dans la durée, tout simplement parce que l'objectif, quand on démarre un coaching, on se donne des objectifs, et donc, à la fin du coaching, on a généralement lancer des choses qui suivent sur le long terme. Pour dire un peu plus sur moi et peut-être une histoire un peu plus personnelle, c'est que donc avant Simundia, j'ai travaillé notamment dans des grands groupes, donc dans un groupe dans lequel j'avais demandé à avoir un coaching qui m'avait été refusé parce que je n'étais pas suffisamment gradé dans l'échelle, et donc rejoindre Simundia, ça a été aussi une occasion de mettre mes compétences au service d'une mission qui m'aurait concerné très personnellement. Voilà pour moi. Arnaud, est-ce que tu veux enchaîner et présenter Windoo et te présenter aussi un petit peu ?
Avec plaisir. Du coup, ce que j'essaie de vous dire tout à l'heure, c'est qu'on était ravis de participer, de vous accueillir pour ce webinaire. Donc moi, je suis un des deux fondateurs de Windoo. Donc on est spécialisé sur les sujets d'engagement collaborateur. Notre mission, c'est vraiment d'accompagner les organisations de plus de 50-100 salariés jusqu'à 5 000, 6 000 salariés dans la mise en place d'outils innovants pour les directions RH et pour insuffler une culture managériale innovante. Donc, on a une approche assez unique sur le marché qui mélange d'une part la mise en place d'outils de mesure de l'engagement à travers des baromètres, des enquêtes, le suivi de certains indicateurs RH, des surveys internes, des outils aussi pour générer du feedback. Et d'autre part, l'accès à un certain nombre de prestations qui permettent justement d'améliorer l'engagement à travers des programmes bien-être, cohésion d'équipe, des parcours de formation, où en fait on essaye d'avoir une approche 360 pour développer ce qu'on appelle nous les piliers de l'engagement collaborateur, ce qui veut dire les relations avec son manager, la cohésion d'équipe, la communication interne et ce genre de thématiques. Donc aujourd'hui, on est une trentaine de collaborateurs. On a à peu près 250 clients en France et puis un petit peu en Europe aussi. Et puis on a la chance de travailler avec un réseau d'environ 2000 prestataires partenaires avec qui on travaille chez nos clients. Donc, pour vous présenter très rapidement le sommaire de ce webinaire, en fait, on va commencer à prendre la parole sur les thématiques d'engagement au sens très large, dans lequel on fera un retour d'expérience sur tout ce qui s'est passé pendant la crise et pendant l'année qui s'est écoulée, qui a été forte en rebondissement. Ensuite, on fera un focus sur les managers et puis tout l'enjeu de ces personnes clés dans les organisations qui sont en fait les relais de tout ce qu'on essaye de mettre en place et qui sont vraiment au centre de ces initiatives. Et puis, pendant tout le déroulé, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. On privilégie bien sûr l'échange. Je pense que pendant que j'étais déconnecté, Olivier l'a déjà rappelé, mais il va y avoir des sondages qui vont être diffusés pour qu'on puisse aussi échanger sur la base de ce que vous avez mis en place, des questions que vous vous posez et tout ça. Et puis ensuite, Marine nous présentera le contexte très particulier de Miro, du coup, qui a vécu la crise et qui a mis en place un certain nombre de choses. Et on reviendra aussi sur l'impact. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? En tout cas, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser dans le chat et puis elles seront aussi restituées pendant le webinaire. Donc, nous, chez Windoo, on a une approche 360 qui fait qu'on a vraiment été au centre de cette crise chez nos clients, à travers les enjeux RH qu'on a pu voir, à travers les enquêtes d'engagement, les baromètres spéciaux pour le télétravail, toutes les formations qu'on a pu mettre en place en visio. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a pas mal d'enjeux qui étaient communs à toutes les organisations qui se sont dégagés. Donc, dans un premier temps, ça a été beaucoup autour de la situation inédite qu'on vivait, des enjeux sanitaires qui sont arrivés très rapidement. Ensuite, il y a eu tout ce qui était autour du télétravail et puis de comment le faire durer dans le temps. Il y a la charge de travail aussi qui est arrivée assez vite et qui est devenue au centre des préoccupations. Et donc nous on a eu la chance de pouvoir voir ça d'une manière mesurée chez nos clients. Et puis quelque chose qui est venu très rapidement, c'est que tout le monde s'est posé la question de comment est-ce qu'on pouvait mieux travailler en télétravail qui était forcé. Et puis ensuite de voir quelle solution pérenne on allait mettre en place. Donc, ce qui a été constaté globalement chez nos clients, c'est que le télétravail fonctionnait, c'est que indiscutablement les organisations fonctionnent, et ensuite de pouvoir imaginer la suite. Donc nous, la plupart de nos clients aujourd'hui rentrent dans des logiques où il y a des accords télétravail qui sont en train de se structurer, où il va y avoir des choses qui vont être mises en place pour permettre 1 jour, 2 jours, 3 jours de télétravail, voire même certains extrêmes comme chez Payfit, pour ne pas le nommer, qui a lancé un programme
qui a lancé un programme qui est public, qui s'appelle Work from Anywhere, et qui permet du coup à chaque collaborateur vraiment de pouvoir travailler d'où il veut. Donc cette crise, ça a été indiscutablement un accélérateur de cette tendance. Peut-être une question à Arnaud qui me vient en t'écoutant. Est-ce que chez vous, ça a été assez homogène, quels que soient les secteurs et les tailles d'entreprise, ou est-ce qu'il y a des éléments un peu marquants par secteur, par taille d'entreprise, sur cette maturité face au télétravail, sur ces grands enjeux à suivre? Alors oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, il y a notamment les grands groupes qui se sont dégagés par des politiques très très strictes en termes de télétravail, où dès le mois d'avril 2020, il y a eu des politiques très claires qui disaient qu'il n'y avait pas de retour au bureau avant décembre 2022. Donc il y a des gens, donc les grands groupes ont vraiment joué le jeu et aussi beaucoup plus surveillés, regardés, très attentifs aux règles, au respect des consignes gouvernementales et tout ça. Et eux se sont engagés très vite sur une logique de télétravail très long terme. Et d'ailleurs, on anticipé, on a vu aussi tous les sujets qui étaient liés au matériel des collaborateurs en télétravail, où il fallait qu'une grande banque que je nommerai pas livre plus de 2000 postes de travail nomades auprès des équipes où tout le monde n'a pas forcément un ordinateur à la maison, ce genre de choses. En plus, dans des environnements ultra sécurisés, donc beaucoup de défis logistiques aussi à relever. Là où les scale-up ont été plus flexibles, avec des retours quand c'était possible, des retours partiels, puis des retours complets, puis du télétravail. Donc on a vraiment vu ça et observé ça. Parmi les enjeux qui sont arrivés rapidement chez tout le monde, c'est les enjeux de cohésion d'équipe. C'est-à-dire qu'il y a eu la période inédite de la première vague de travail à distance. Et après, très rapidement, on a été confronté à des départs de collaborateurs, à beaucoup de nouvelles arrivées aussi pour remplacer. Et du coup, tout ce qui a été intégration des collaborateurs à distance, des équipes qui ne se connaissaient pas, des gens qui ont travaillé plus de 6 mois sans avoir rencontré leurs collègues. Donc, tout un enjeu de cohésion qui s'est dessiné. Nous, Windu, on était au cœur de ça, puisqu'on recevait des appels, puisqu'on est très, très spécialisé sur la cohésion d'équipe, des appels, voilà, je voudrais engager mes salariés, je voudrais créer de la cohésion, j'ai des équipes qui ne se connaissent pas, comment peut-on faire? Donc, c'est là qu'on a mis en place des solutions, des activités en visio, des temps forts qu'on a pu proposer. Donc voilà, donc c'est vraiment tout ça qu'on a pu voir. Et selon les typologies d'entreprises, des enjeux qui étaient les mêmes, le management, la cohésion, l'intégration des collaborateurs, la gestion de la crise, etc. Mais par contre, des réponses qui n'étaient pas tout à fait les mêmes selon les secteurs. Okay. Donc, pour faire face à ces enjeux, donc nous, en tant qu'organisme de formation, on voit ici les thématiques qui nous ont été les plus demandées pour faire face aux enjeux. Donc, il y avait aux enjeux mesurés chez les collaborateurs. Donc, pour tout ce qui était autour de la charge de travail et la nécessité de gérer cette fusion entre vie pro et vie perso. Donc, on est beaucoup intervenu sur ces thématiques. Sur les sujets de communication en équipe aussi, il y a eu pas mal de nouvelles habitudes qui devaient être prises, parce que tout ce qui était bruit de couloir, moment informel ayant été supprimé, il y avait de l'information qui circulait mal. En même temps, une charge de travail importante qui faisait que ça pouvait avoir parfois des communications agressives entre les équipes. Et du coup, on est beaucoup intervenu sur ces sujets-là. Sur la communication, et puis après sur des enjeux plutôt chez les grands groupes, sur des enjeux autour de la prévention des risques psychosociaux, de la prévention aussi des troubles musculo-squelettiques. Donc vraiment un enjeu de santé, et en toile de fond la volonté pour tous ces acteurs vraiment de s'occuper de ses collaborateurs, pour les maintenir engagés, pour montrer que l'entreprise est là à relever le défi quand il y a un contexte difficile. Et c'est vraiment ça qu'on a pu voir. Pour faire un focus sur les enquêtes d'engagement, vous avez été très nombreux à lancer des enquêtes d'engagement pendant la crise. Ce que je vous propose là, donc je pense que tout le monde connaît le principe. L'idée, c'est de diffuser des surveys régulières, anonymes, pour collecter de la donnée auprès de ses salariés et managers. Ce que je vous propose, c'est de revoir ensemble quelques bonnes pratiques et de mauvaises pratiques que nous, on a pu observer chez nos clients. Donc déjà,
le but de ces enquêtes, c'est vraiment de collecter de la donnée actuelle et localisée auprès de ces équipes, auprès de ces salariés et managers. Donc, en fait, il y a toujours un équilibre à trouver dans le rythme des enquêtes qu'on va proposer pour dire, d'un côté, on veut de la donnée qui date pas d'il y a un an parce qu'on a besoin de réagir rapidement. Et d'un autre côté, on veut pas spammer les collaborateurs d'enquête à répétition. Et en plus de ça, on veut se laisser le temps de l'action entre deux enquêtes. Donc, parmi les bonnes pratiques, l'idée, c'est d'espacer selon la taille de votre entreprise ces enquêtes de 3 mois, de 4 mois ou de 6 mois et de trouver le bon équilibre pour pouvoir à la fois restituer les résultats et engager les gens dans la démarche d'enquête, et puis aussi se laisser le temps de mettre en place des actions qui montrent à tout le monde que les réponses sont effectivement restituées, écoutées et permettent l'action. Dans les bonnes pratiques, c'est aussi hyper important d'impliquer les managers dans ce qui va être mis en place, c'est-à-dire de leur permettre un accès aux résultats de leurs équipes. Et tout ça devient très puissant quand on commence vraiment à localiser les données par équipe, par département, par business unit, par site, et de pouvoir comprendre de comprendre localement où est-ce que ça va bien et ce qui va tirer l'entreprise vers le haut, et où est-ce que ça va mal et où on peut agir pour régler les problèmes. Donc, l'avantage de ce focus sur les managers, c'est vraiment de pouvoir créer de l'action en circuit court. C'est-à-dire que de faire de ces outils une aide à la prise de décision sur la base de données mesurables, et qui leur permettent de s'auto-évaluer, de pouvoir agir et de pouvoir avoir un impact finalement sur toute l'entreprise. Du coup, ce que je vous propose, c'est de voir, c'est que Olivier, tu puisses parler de comment ? Ouais. Ce que je te propose, Olivier, c'est que tu puisses parler justement des difficultés rencontrées par les managers pendant la crise, notamment voilà, sur le management à distance, Ouais. et les thématiques sur lesquelles vous avez pu accompagner vos clients. Complètement. Non, c'est une très bonne transition. En fait, effectivement, nous, donc on a accompagné, en termes de volume, vu qu'on démocratise le coaching, on a accompagné plusieurs milliers de personnes sur la période, et donc on a été confronté directement aux enjeux que rencontraient les managers sur le terrain dans leur activité. Donc déjà, en termes de difficultés rencontrées, nous, le top 3, ça va rejoindre un peu aussi ce que tu mentionnais, Arnaud, qu'on a eu à traiter en coaching, enfin que les managers ont traité en coaching. C'était motiver à distance. J'ai une équipe qui n'a pas l'habitude d'être à distance, et comment je fais pour la garder soudée. C'était à la fois une problématique manager et une problématique collaborateur, parce qu'en fait, c'était comment moi je garde ma motivation à distance, alors qu'en fait, mon manager n'est pas habitué à ça, et du coup, je me sens peut-être un petit peu délaissé, il y a moins de contact. Donc, il y a vraiment eu un énorme enjeu sur la motivation à distance. Le second, c'est le donner du sens. Alors, c'est un enjeu qui est très large, mais très, très, très concrètement, c'est des personnes qui vont enchaîner les visios toute la journée, et qui en fait vont totalement perdre la vision globale de ce qu'ils font, et qui vont donc à la fin de la journée se dire mais j'ai l'impression de n'avoir rien fait de ma journée, j'ai juste passé ma journée en visio, et donc j'ai perdu le sens de ce que je faisais. C'est également le cas, donc ça c'est un peu on parlait des différences selon les secteurs, selon les tailles d'entreprise. Donc il y a ceux qui en fait étaient effectivement à enchaîner, à être encore plus sur le front, et ceux qui au contraire étaient à l'arrêt, en chômage partiel par exemple, et donc la question du sens venait un peu différemment. C'était mes journées sont vides, et quelque part je ne suis plus dans l'action, et donc je ne sais plus dans quel sens mettre mon énergie, je n'ai plus de sens dans mon quotidien. Le troisième grand enjeu, c'est la communication, et donc là, de la même manière, de cas de figure, pas assez de communication ou trop de communication. Parfois, en fait, quand on passe à distance, il y a des personnes qui vont avoir le réflexe qui vont pas avoir le réflexe de communiquer, parce qu'en fait, tout se faisait de manière un peu informelle, et donc on va un peu perdre contact avec certaines personnes, ou au contraire, sursolliciter son manager, ou le manager qui sursollicite ses équipes, parce qu'en fait, on essaie de compenser la distance physique. Quelques mots sur les différences de secteurs, parce que je te posais la question un peu à dessin. Nous, on l'a remarqué aussi de manière assez forte. On a eu donc typiquement des secteurs comme le BTP, le tourisme, qui étaient totalement à l'arrêt, et par opposition, un grand client bancaire
dont le réseau de distribution était en première ligne, la grande distribution également était en première ligne. Et en fait, donc on a eu pour les RH des problématiques assez difficiles, avec parfois la moitié des collaborateurs qui en fait devaient rester en présentiel et l'autre moitié qui ne pouvait pas rester en présentiel, et donc des réalités très différentes au sein d'une même entreprise à gérer. Et d'où l'intérêt, mais on y reviendra, d'une solution personnalisée, parce qu'en fait, déployer une solution de manière très large, alors que au sein même d'une entreprise, les réalités sont très différentes, c'est compliqué. Je pense qu'il y a aussi une autre chose à dire sur ces trois grands enjeux, sur ces trois grands défis pour les collaborateurs et les managers, c'est que ça a principalement aussi, la situation a catalysé des problématiques qui existaient déjà, mais qui n'étaient pas prioritaires parce que on savait le rattraper par du présentiel. On a eu un témoignage en webinaire de Bertrand Dupérin, qui est VP People aussi chez Emakina, qui le disait très bien. En fait, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de manques, par exemple, dans l'animation de réunions, dans le fait de donner du sens, qui en fait existe déjà dans l'entreprise, mais quand on passe en fait, on le rattrape à la machine à café parce qu'on va discuter, on va avoir une discussion un peu inspirante, un peu sympa avec son manager. En distanciel, on va pas avoir ces moments informels, donc en fait, on va pas rattraper ces manques qui existent déjà. Et donc aujourd'hui, ces trois grands enjeux, ils existaient déjà avant, mais ils ont été catalysés par la situation. Et enfin, le troisième message sur ces grands enjeux, c'est que c'est effectivement des enjeux collaborateurs au sens large, mais effectivement, comme le disait Arnaud, et nous, c'est aussi notre conviction, les managers sont en première ligne sur ces enjeux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est eux qui représentent l'interface incarnée de l'entreprise pour les collaborateurs. Et donc, c'est vraiment à eux en premier, malheureusement ou heureusement, mais ça fait partie à la fois des responsabilités et des challenges du métier de manager, de travailler donc sur ces soft skills que sont l'adaptabilité, la résilience, l'écoute, mais aussi la priorisation, la communication, gestion des émotions, etc. Bon, on a un mot sur les managers. Moi, j'aimerais aussi en passer un sur les RH, qui était aussi quand même, et peut-être que Marine pourra nous en parler, mais quand on parle de première ligne, les RH étaient aussi très clairement en première ligne, et on a aussi accompagné beaucoup de RH pendant cette période-là. Et c'est une catégorie une population, pour parler en termes un peu dépersonnalisés, une population qui a aussi été en première ligne et qui a aussi eu ces enjeux-là de manière très très forte. Alors comment oui. Est-ce que tu as remarqué, toi, pendant la crise, une démocratisation du coaching, ça veut dire plus de demandes sur des personnes peut-être moins clés dans l'organisation? Ouais, alors c'est effectivement, on a eu, en fait, ce qui s'est passé, c'est que à l'origine, donc nous, notre conviction, c'est qu'il faut accompagner tout le monde, mais en priorité les managers, et c'était effectivement le cœur des populations qu'on accompagnait. Pendant la crise, on a eu effectivement à faire face à de nouvelles populations, quand même beaucoup, enfin plus dans des startups scale-up, qui en fait du coup voulaient coacher un peu tout le monde, et donc ça répondait vraiment à la mission qu'on a. Un peu moins dans les grandes entreprises qui gardaient les managers comme population prioritaire, sachant que dans les grandes entreprises, parfois, il y a des milliers de managers, des dizaines de milliers de managers, et donc il y a forcément déjà beaucoup à faire sur cette strate-là de l'organisation. Mais oui, dans les startups scale-up, on a clairement vu qu'il y avait une volonté qui n'était pas uniquement de dire on veut accompagner notre croissance, notre performance en accompagnant des jeunes managers, mais vraiment accompagner plus largement. Et donc quelque part les trois convictions qu'on a nous pour cet engagement à distance qui passe par les managers, donc la première, c'est que le cœur du sujet, c'est les soft skills, et donc idéalement pour tout le monde. Nous, du coup, on est notre propre client, donc chez Simundia, on propose le coaching à tout le monde, que ce soit stagiaire, CDI, CDD, des périodes d'essai, enfin quel que soit le statut, c'est pas trop ça qui compte. On se dit vraiment que c'est un outil de développement qui doit être proposé à tous. Et donc en priorité les managers, parce qu'on en parlait, parce qu'ils représentent en fait ils représentent la strate qui a l'interface avec tout le monde, et on croit et on voit aussi qu'il y a un effet cascade. Si je suis manager et que je suis formé sur ma gestion du stress, en tant que manager, je serai plus à même d'aider mon équipe sur ces problématiques-là. Et de la même manière sur la communication, si je suis un très mauvais communicant en tant que manager, ça pose encore plus de problèmes que si un collaborateur est un mauvais communicant. Et donc l'impact est encore plus fort. Donc nous on pense que l'impact est très fort, donc à travailler les soft skills des managers, et en plus c'est quelque chose de valorisant de proposer une formation à un manager. Donc on parle d'engagement. Le manager va pouvoir réengager ses équipes parce qu'il aura été formé pour ça, mais il va lui-même être réengagé parce qu'en fait proposer des formations et se sentir évoluer, développer, réengage dans l'entreprise. Alors comment on fait pour aborder
et pour former sur les soft skills à distance, eh bien, enfin, pareil, ça fait partie de nos convictions. Pour les soft skills, il est compliqué de faire du collectif parce que donc mon stress, mes comportements sont pas les mêmes que celui du manager d'à côté. Et donc nous, on pense qu'il faut absolument de l'individuel et s'intéresser à chaque manager de manière individuelle. Et ça a été encore une fois d'autant plus le cas pendant l'année qui s'est écoulée, puisque les situations étaient autant d'habitude tous les managers se retrouvent à minima dans un cadre, autant là chaque personne avait vraiment son propre cadre, sa propre situation à gérer, et donc on peut difficilement faire du collectif. La deuxième conviction, c'est qu'on ne pouvait pas faire de présentiel, donc c'est qu'il ne faut pas copier-coller le présentiel en distanciel. Donc on ne peut pas copier-coller une formation qu'on a toujours fait en présentiel en disant bon, maintenant on va mettre l'animateur en visio et puis ça va dérouler comme ça. Il faut réadapter, il faut retranscrire. C'est vraiment un autre mode d'interaction. Et donc pour nous, voilà, il faut vraiment faire appel à des spécialistes ou à minima des personnes qui se sont posées la question et qui ont fait cet effort de transcription. On a un autre exemple. Enfin, donc nous, en coaching, en fait, on avait toujours fait du distanciel, donc on n'a pas eu cette réadaptation à faire. Mais on a eu un exemple récemment, un team building qu'on a fait, c'était un escape game, et ils avaient vraiment fait l'effort de retranscrire l'expérience de l'escape game, mais en digital, en réadaptant totalement les modes d'interaction, et c'était vraiment une très grande réussite. Donc c'est possible, mais il faut se poser la question, il ne faut pas juste se dire ce que je faisais avant, je le copie-colle en distanciel. Et enfin, là, il y a un aspect qui est hyper important pour nous, c'est le pilotage par les RH. Alors, pourquoi, enfin, qu'est-ce que le pilotage déjà? C'est tout simplement, enfin, si on le prend par l'inverse, ne pas piloter, ça serait de dire j'ai mis l'outil, je les rends disponibles à mes collaborateurs, et puis après, faites votre pick and choose, choisissez ce que vous voulez. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve devant un paradoxe, le paradoxe du choix, qui en fait, quand j'ai un choix infini, c'est plus paralysant que ça mène à l'action et ça m'engage. Et en plus, bon, accessoirement, il y a des questions budgétaires. Donc, pour nous, piloter, c'est avoir la main sur le déploiement. C'est vraiment au RH d'avoir la main sur le déploiement, de suivre l'usage, d'avoir des feedbacks. Une solution sur laquelle on n'a pas de feedback, quelque part, c'est une solution qui ne pourra pas être améliorée, donc c'est une solution dont on ne pourra pas se satisfaire. Et en fait, on en arrive à avoir un rôle du RH qui est aussi un rôle du marketing RH. C'est quelle valeur, si je propose un outil, quelle valeur il apporte, quelle valeur est perçue, comment je le communique. Et en fait, on ne peut pas juste arriver et dire voilà, on vous propose ça, prenez-le si vous voulez. C'est un peu comme si moi j'arrivais en disant Simundia, c'est un super outil de développement, prenez-le si ça vous intéresse. Évidemment, personne viendrait en disant ah ouais, j'ai absolument envie de ça. Il y a un énorme travail à faire, qui est un travail commercial pour nous et qui, à mon avis, en interne pour les RH, est un travail aussi avec les collaborateurs d'engagement dans les dispositifs qui sont proposés. Et donc pour piloter, il faut ça, il faut avoir à mon avis cette vision un peu du déploiement, des indicateurs, des objectifs, et suivre l'impact en quanti et en quali. Évidemment, suivre le pur quanti, c'est compliqué, mais à minima avoir des suivis d'impact en quali. Et enfin, une dernière chose, c'est piloter pour nous, par les RH, c'est aussi s'assurer de déployer les meilleures pratiques et donc de ne pas faire les choses de manière un peu plus aléatoire. Et donc, moi, j'aimerais vous partager quelques bonnes pratiques de coaching en distanciel, si vous voulez déployer dans votre entreprise, soit Simundia ou voilà, quelque autre solution. Pour nous, ce qui est important, donc c'est évidemment, ça fait un peu lien à ce que je disais, c'est sensibiliser les collaborateurs au coaching. Il y en a beaucoup qui voient le coaching comme, alors historiquement, comme presque une punition. C'est j'ai quelque chose qui va mal, du coup on propose un coaching. Et non, le coaching, c'est une opportunité de développement, mais il y a une sensibilisation à faire là-dessus. Puis il y a aussi des personnes qui ne savent pas ce que c'est. Donc voilà. La deuxième bonne pratique, c'est bien choisir la thématique. Pour ça, nous, on recommande d'avoir une qualification du besoin, qui n'est pas juste, voilà, on vous donne un coaching, maintenant, rencontrer un coach, parce que sinon, c'est le meilleur moyen de ne pas être très, très efficace. Donc, il y a les questionnaires et la qualification du besoin sont hyper importants. Le fait de proposer un 360 ou un feedback pour permettre d'identifier des axes de développement est aussi hyper important. Et donc ça, maintenant, on peut le faire à distance parce qu'il y a plein d'outils qui existent pour le faire. Et après, bon, le petit plus qu'on apprécie, nous, c'est ce qu'on appelle l'entretien d'orientation, où en fait, suite aux différents questionnaires, il y a un échange entre un expert, qui chez nous est un expert Simundia, et le futur coaché pour vraiment définir, formuler son besoin et après le lancer dans le coaching. La troisième bonne pratique, c'est le format. Alors, Arnaud parlait de rythme tout à l'heure dans les questionnaires collaborateurs, dans les questionnaires ou les suivis dans les questionnaires, dans les questionnaires collaborateurs. Et donc, en fait, il y a aussi une question de rythme dans le coaching, et surtout quand il est à distance. On peut difficilement faire un coaching une séance tous les 3 mois pendant 2 ans. Quand on est à distance, ça va être beaucoup moins facile. Et donc nous, notre conviction, c'est que le coaching court à distance est plus impactant.
et qu'en fait, à chaque fois, le rythme idéal, c'est un coaching une séance de coaching toutes les 2 semaines, avec des exercices, des outils entre les séances. Et enfin, une dernière chose dans le fait du format de coaching qui doit être impactant, c'est que ça dépend aussi beaucoup du coach avec lequel on travaille. Et en fait, travailler avec un coach qui n'a pas l'habitude du distanciel, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il va juste plus ou moins essayer de copier-coller en distanciel ce qu'il faisait en présentiel. C'est dangereux. C'est dangereux parce qu'en fait, tous les coachs ne savent pas faire du distanciel. C'est un apprentissage. Et donc, il faut s'assurer d'être avec des personnes qui ont choisi ce mode-là comme un vrai mode de coaching et qui savent adapter leur positionnement, leur posture, plutôt que des personnes qui en fait l'ont fait par contrainte et en fait n'aiment pas forcément ça, mais l'ont fait parce qu'ils n'ont pas le choix. Et enfin, le dernier point, c'est donc toujours dans cette question du pilotage, c'est utiliser au maximum les données qui sont disponibles grâce au digital. Alors, pour vous donner des exemples très concrets, donc je vous donnais tout à l'heure les principales thématiques de coaching qui ont été choisies pendant cette année, les principaux enjeux managers. Et chaque entreprise doit pouvoir le faire sur l'ensemble de ses managers ou de ses collaborateurs qui sont coachés, identifier les thématiques, évidemment pas rentrer dans le détail du coaching qui reste confidentiel, mais pouvoir identifier les grandes thématiques, ça permet aussi de mener d'autres actions. Donc voilà un peu pour nos bonnes pratiques, on va dire, de coaching. Je ne sais pas s'il y a des questions qui sont arrivées depuis tout à l'heure auxquelles on pourrait répondre. Si on laisse Marine, sinon nous faire quand même aussi un retour. Il y a pas mal de questions hyper intéressantes sur le chat. Mais justement, j'allais te demander, Marine, si toi, tu pouvais aussi nous parler un petit peu du contexte vécu chez Miro, et puis aussi l'impact des initiatives que vous avez mises en place, parce que je sais que vous avez été très présent sur tout ce qui est enquête d'engagement, cohésion d'équipe, coaching. D'ailleurs, on a le plaisir de vous accompagner sur certaines thématiques, et puis Simundia aussi. Donc, si tu peux nous en parler un petit peu, c'est top. Ouais, avec plaisir. En introduction, juste, je vous prie de m'excuser si vous entendez taper ou percer. J'ai un technicien qui est chez moi actuellement. C'est aussi ça, les joies du télétravail. Donc, désolé. Le cas Miro a été assez particulier. Je pense comme beaucoup d'entreprises, je ne sais peut-être pas si c'est le cas de beaucoup d'entreprises ici présentes, mais en tout cas, dans la sphère notamment tech, on a été très, très impacté par la crise chez Miro, tout simplement parce que nous, on travaille beaucoup avec des entreprises dans le milieu du food and travel. Donc, évidemment, 2 secteurs d'activité qui eux-mêmes ont été très impactés par la crise, que pour eux, on représente un budget marketing, des campagnes photos, et que en plus, nos photographes ne pouvaient pas, les photographes qui travaillent en freelance pour Miro ne pouvaient pas les shooter, puisque pendant les différents confinements qu'il y a eu, les restaurants étaient fermés, les hôtels étaient fermés, et puis ils n'avaient pas le droit de se déplacer librement. Donc Miro a été pour ces raisons-là très très impacté par la crise sanitaire de 2020. L'est encore, le business commence à reprendre, mais ça nous a vraiment directement touchés, ce qui fait que il y a eu, comme beaucoup, plusieurs étapes. Déjà, il y a eu la première étape qui a été le premier confinement, donc la mise en place du chômage partiel, des mesures qui ne suffisaient pas. Donc ensuite, on a dû avoir recours à 2 plans sociaux successifs, une rupture conventionnelle collective et puis ensuite un PSE à la fin de l'année. On croyait qu'en fait, l'activité allait reprendre à la fin de l'année. Ça n'a pas été le cas, donc on a dû avoir recours à un PSE. Et on a même été obligé finalement de fermer l'un de nos pays, les États-Unis. On avait 100 collaborateurs quand même aux États-Unis, donc on a été obligé de fermer ce pays momentanément. Donc, autant vous dire que pour nous, les enjeux d'accompagnement des managers et d'accompagnement des collaborateurs et des enjeux en ce qui concerne la culture de manière générale dans ce contexte très particulier, c'était pas que c'était vital, c'était même encore plus que ça. Et c'est vraiment ce qui nous a permis de garder un peu la tête hors de l'eau et finalement d'arriver un peu quasiment post-crise et en regardant derrière nous, en se disant, je pense que les dégâts ont été limités et je pense qu'on a été suffisamment présents, on a accompagné suffisamment nos managers et nos collaborateurs dans ce contexte-là pour que la culture soit encore bien présente chez Miro. Et donc, pour ça, on a mis en place un certain nombre de choses. Effectivement, vous l'avez dit tous les deux, on a travaillé notamment avec Simundia et avec Windu. Ça a été un hasard, hein, je ne savais pas que l'un et l'autre se connaissaient, ni même qu'ils allaient organiser un webinaire ensemble. Donc, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je suis là pour en témoigner parce que ça s'est très bien passé avec l'un et avec l'autre. En fait, en ce qui concerne déjà les managers, quasiment depuis, c'était déjà avant la crise, mais ça a été bien renforcé avec la crise. On a mis en place un parcours pour les accompagner. Donc, ils ont une sorte d'atelier, une formation une fois par mois
pour les accompagner sur des thématiques de management. Donc, il y a eu notamment du coaching individuel avec Simundia, qu'on a étendu à l'ensemble des managers et pas seulement effectivement au top management, mais vraiment jusqu'au plus bas niveau de management dans l'entreprise pour les accompagner dans ce contexte. Ensuite, on a fait des ateliers sur comment on gère le management à distance, comment est-ce qu'on prévient les risques psychosociaux, parce qu'évidemment aussi, je pense comme beaucoup d'entre vous, on a été confrontés à des burn-out, à des situations psychologiques difficiles parce que les gens étaient confinés chez eux et n'avaient pas accès au bureau, etc., etc. Donc, on a essayé d'accompagner du mieux qu'on a pu les managers et je pense que ça a été un véritable relais pour nous RH parce que même si j'ai une équipe qui était assez étoffée et qu'elle m'a permis de mettre en place tout un tas de choses, ça ne suffit évidemment pas ensuite pour étendre ça à l'ensemble des collaborateurs. Il faut vraiment s'appuyer sur les managers. C'est essentiel de les accompagner et de les former pour qu'ils soient le relais de la politique RH et de la culture qu'on souhaite mettre en place au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est des choses qu'on a assez rapidement mises en place. Un des derniers ateliers notamment qu'on avait fait, c'était post-PSE du coup au mois de février, qui était quand on sort d'une crise comme celle-ci, comment est-ce qu'on réengage les salariés, comment est-ce qu'on les remotive et comment est-ce qu'on les aide à exprimer un peu les doutes qu'ils peuvent avoir, que ce soit sur la vision de Miro, que ce soit sur ce qu'on a vécu, etc. Donc ça a été essentiel pour reprendre, en tout cas pour repartir sur des bonnes bases, je pense. Et ensuite, donc ça, c'est plutôt sur l'accompagnement des managers, qui par capillarité ensuite a été bénéfique aussi à l'ensemble des collaborateurs. Et ensuite, on a aussi beaucoup investi sur l'aspect, disons, je ne vais pas dire plus sympa, parce que ce n'est pas par opposition à ce qu'on a fait pour les managers, mais peut-être un peu plus trivial avec la mise en place de cours de sport à distance, la mise en place de team building, par exemple des blind tests ou des murder parties, des choses comme ça qui ont permis de rassembler tout un tas de collaborateurs sur des team building que je pensais absolument pas possible de faire à distance. Il faut savoir que la culture de Miro, c'est vraiment une culture du présentiel. Elle s'est fondée sur ce qu'on appelle des apéros. Donc, c'est vraiment les apéros 2 fois par mois, les séminaires qu'on faisait ensemble, tous ces moments informels où on se retrouvait qui étaient vraiment essentiels et qui étaient à la base de la culture de Miro. Et là, on nous enlève tout ça, donc on se dit c'est pas possible, la culture va s'effondrer. Et finalement, on se rend compte que on a réussi à mettre en place tout un tas d'autres choses qui nous ont vraiment permis de la maintenir du mieux qu'on a pu. C'est certainement pas exactement comme si tout le monde était en présentiel, mais en tout cas, ça a bien fonctionné. Et notamment un séminaire digital qu'on a organisé au mois de février, qui ça a été je pense, un excellent accélérateur et une reprise très, très importante de la culture chez Miro. Post-PSE, en fait, on a décidé de faire toute une journée de séminaire digital. On a eu un keynote de notre CEO qui a reparlé de la vision, des valeurs, de ce qu'on avait traversé, etc. Et puis après, tout au long de la journée, on avait été accompagné, là, en l'occurrence par Windoo, mais sur un tas de choses qu'on avait pu mettre en place, des conférences avec des personnes inspirantes. On avait mis en place des jeux, on avait mis en place des tables rondes, enfin tout un tas de choses. Et je pense que ça a été un moment qui a été un peu, je vais dire, hors du temps. C'est juste qu'il nous a un peu sorti la tête de l'eau, qui nous a sorti la tête de cette crise. On était enfermés chez nous, on avait vécu un PSE, il y a 250 personnes qui étaient parties de chez Miro, on avait fermé un pays. Honnêtement, la question de l'engagement chez nous, elle était vraiment plus que critique. Et ces choses qu'on a pu mettre en place, je pense, ont contribué à éviter qu'on ait trop de turnover et ont contribué aussi à déjà onboarder aussi des personnes qui étaient arrivées pendant l'année et qui n'avaient pas vécu justement toute cette culture Miro d'avant, dont je faisais partie. Pour la petite histoire, je suis arrivée chez Miro 1 mois avant le premier confinement, donc voilà, ça a été une prise de poste assez particulière. Je regrette absolument pas tout ce que j'ai pu apprendre cette année. C'était effectivement intense et riche en émotions. Mais voilà, je dirais que ça a été les 2 enjeux principaux pour Miro en 2020 et qui sont encore nos enjeux principaux. C'était accompagner les managers du mieux qu'on pouvait et ensuite faire en sorte que notre culture, elle continue à perdurer, qu'elle se délite pas, qu'elle ne soit pas totalement impactée par ce qu'on a vécu et qu'elle puisse reprendre dès qu'on reviendra en présentiel, que les choses redeviennent normales, etc. Mais en tout cas, ça a été une très bonne transition pour nous et ça nous a vraiment beaucoup aidé à traverser cette crise, en tout cas. C'est une question qui me vient, est-ce que c'est pas justement le fait d'avoir une culture forte qui vous a aidé à traverser ce moment-là, quoi. Et en fait, sans culture d'entreprise, est-ce que c'est pas une entreprise qui part,
sous ces contraintes-là, va exploser. Alors, j'en suis absolument convaincue et maintenant, c'est quelque chose qu'on ne m'enlèvera pas. Je pense que le culture et le fait de prendre soin de ses salariés de manière générale, de toute façon, je n'aurais pas choisi ce métier si j'en étais pas convaincue, mais je pense que maintenant, grâce à ça, j'ai aussi une direction qui est convaincue du sujet, c'est le nerf de la guerre. Ouais. C'est clairement ce qui a fait qu'on a réussi à traverser la crise telle qu'on l'a vécue, avec une baisse considérable de notre chiffre d'affaires, avec des plans sociaux, avec des pays qui se ferment, avec des gens qui sont démotivés, parce qu'en plus, on a la moyenne d'âge chez Miro, c'est une 30aine d'années. On a beaucoup de gens qui vivent dans des petits appartements à Paris, qui sont même pas français, qui n'ont pas revu leur famille pendant 1 an. Enfin, on avait un contexte qui était vraiment, mais je pense, le pire qu'on puisse imaginer. Mais vraiment, je ne pensais pas que ça pouvait être une pire situation comme ça, que ça puisse m'arriver un jour. Et vraiment, je suis convaincue que parce qu'on avait une culture qui était très, très forte déjà avant et qu'on a su la maintenir avec différents outils qu'on ne pensait pas mettre en place un jour. Enfin, vraiment, je n'avais jamais été convaincue vraiment par le coaching distanciel jusqu'à ce que je le teste parce que j'étais confrontée à le faire. Mais, et finalement, on s'est rendu compte que oui, ça marchait et que oui, on avait cette culture qui était très forte, mais qu'il y avait aussi des outils qui nous ont permis de la faire perdurer dans ce contexte-là. Donc, je pense que les deux étaient très importants aussi. Moi, je te remercie et je te félicite pour ce témoignage hyper fort. Parce que c'est vrai que vous avez en plus de ce que tout le monde a vécu en termes de crise, vous avez vraiment vécu l'association avec un fort impact business, du coup, avec tout ce qui en découle. Moi, ce que j'ai remarqué et qu'on a vécu très indirectement à vos côtés, hein, c'est que vous avez vraiment préempté le sujet de l'engagement pour le prendre en main. Et puis que vous avez réussi à montrer une certaine agilité qui vous a permis de rediffuser vos valeurs, de rediffuser la vision dans un moment où tout le monde était un petit peu désespéré, tête dans le guidon et tout ça. Totalement. Je pense que le mot convient bien. On a eu un moment. En plus, il faut imaginer qu'en termes de timing, ça a été horrible. On a dû faire le PSE pendant les vacances de Noël. Enfin, les gens nous en ont voulu, mais on n'avait pas le choix. Enfin, ça a été vraiment dur à gérer à titre perso et puis même pour l'ensemble des collaborateurs. Et du coup, au mois de janvier, mais je me souviendrai vraiment de cette période-là où on s'est dit, mais comment est-ce qu'on va réussir à réengager les gens, à les remotiver parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait un deuxième plan social, mais nous non plus. Et donc, du coup, voilà. Et finalement, le séminaire digital, ça a été un peu un point de départ de la reprise. Déjà, le PSE était derrière nous, donc je pense que c'était une chose qui avait été faite et qui maintenant s'était bien passée. Les gens étaient partis dans de bonnes conditions, ont été accompagnés. Donc, il y a eu vraiment aussi un travail humain derrière pour pas laisser les gens comme ça sur le bas-côté. Mais à côté de ça, le travail de réengagement, de réaffirmer les valeurs, la vision, la stratégie de Miro et puis d'associer ça avec des moments un peu plus ludiques, ça a été essentiel parce que oui, il y a eu des personnes qui étaient un peu désespérées. Après, on a lancé aussi d'autres initiatives. On a fait des conférences sur la gestion du stress. On a organisé quelque chose avec une sophrologue qui nous a appris à faire des exercices de respiration. Là, on est en train d'organiser la semaine de la QVT, donc de la qualité de vie au travail. C'est au mois de juin. On va proposer des ateliers, on va proposer des trucs avec des automassages, parce que du coup, il faut un peu mixer ça avec du distanciel et du présentiel, parce que certains viennent au bureau, d'autres pas encore. Donc voilà, c'est plein de petites problématiques auxquelles on se retrouve confrontés, mais ça nous amuse bien d'essayer de trouver des solutions. Et donc voilà, c'est un peu... Et Marine, par rapport à ce que vous avez mis en place, moi j'ai l'impression qu'il y a un moment très fort que vous avez vécu, qui est le séminaire digital, et toutes les initiatives que vous avez pu mettre en place. Est-ce que dans les enquêtes d'engagement que tu faisais, tu as pu voir un impact sur certains indicateurs ou certains leviers comme l'adhésion aux valeurs, la compréhension de la stratégie ou la motivation à distance, ce genre de choses? Nous, les surveys, j'ai toujours été extrêmement friande des surveys parce que je pense que en fait, on construit une politique et une stratégie RH qui doit être basée sur les attentes de nos collaborateurs. Donc, ça me paraît essentiel de les sonder régulièrement pour savoir ce qu'ils attendent aussi. Évidemment, il faut que ce soit en lien avec la stratégie de l'entreprise. Il ne faut pas non plus pas trop déconner, on ne va pas augmenter tout le monde de 70%. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a mis en place une enquête qui est annuelle, qui fait une 40aine de questions. Après, on a des enquêtes qui sont trimestrielles, qui font une 10aine de questions, qui alternent à chaque fois. Et dans les résultats de ces enquêtes, quasiment à chaque fois, sont mentionnés les sujets de l'accompagnement des managers. Ça, c'est un truc qui revient tout le temps, comme en plus on a des ateliers tous les mois. Autant vous dire que les managers se sentent vraiment, vraiment accompagnés. Par ailleurs, on avait lancé en parallèle ce qu'on appelle des Personal Development Plan Meetings chez nous,
qui sont un peu les entretiens professionnels où on discute des velléités d'évolution de carrière, etc. Mais aussi, on fait un bilan sur l'année écoulée. Et vu ce qu'on a traversé, honnêtement, ça s'est un peu transformé en entretien un peu psy avec les RH, mais c'était très intéressant. Et dans ces entretiens-là, les gens ont beaucoup parlé des ateliers managers, de ce qu'on avait mis en place, des sessions de coaching, du séminaire digital. Donc, c'est des choses qu'on a ressenties, pas seulement parce qu'on a eu l'impression que la culture était repartie, mais parce qu'en fait, les gens nous l'ont dit et ont témoigné dans ces surveys-là et ils en parlent encore aujourd'hui. Et même 3 ou 4 mois après, effectivement, les gens nous reparlent encore de ce séminaire digital. Alors que je me souviens quand j'avais lancé cette idée à notre CEO, parce que je crois qu'il y a une question qui porte sur comment convaincre la direction. C'est une bataille de chaque instant, la direction. Mais il ne faut jamais lâcher. Il faut être suffisamment assertif et être suffisamment bien accompagné, je dirais, par les bons acteurs. Mais le séminaire digital, c'était quelque chose auquel effectivement, la direction ne croyait pas forcément au début. Et puis finalement, ils se sont laissés porter dedans. Et quand ils ont vu les résultats, ils en étaient très, très satisfaits. Donc, voilà. Une question peut-être sur les... Tu parles de rien lâcher. Est-ce que tu as d'autres conseils, entre guillemets, pour éventuellement des DRH ou RH qui seraient confrontés à des situations de crise, donc on ne leur souhaite pas aussi avec autant de dimensions que ce que vous avez vécu, mais des conseils pour traverser ça finalement en tant que DRH? Alors, je pense que le conseil pour traverser une crise comme celle-ci, il y a plusieurs choses que je retiens. C'est ne pas hésiter à s'appuyer sur ses managers. On ne traversera pas la crise seul. On ne traversera pas la crise seul avec son équipe RH. Les managers, c'est des piliers. Ils doivent être clairement la continuité de la stratégie RH, au sens large du terme. Donc vraiment, pour moi, il faut s'appuyer sur eux et pour ça, il faut leur donner les bons outils. Donc, ça me paraît essentiel. Et après, effectivement, on a mis assez rapidement en place, mais je pense qu'on aurait pu le mettre plus tôt en place, une sorte de cellule de crise dans laquelle il y avait certains acteurs, évidemment, plutôt de la direction, mais pas que, et où on échangeait pratiquement, plusieurs fois par semaine en tout cas, sur différents sujets. Ça pouvait être des sujets business, ça pouvait être des sujets RH, ça pouvait être des sujets plutôt stratégie long terme, etc. Mais en tout cas, on a assez rapidement compris qu'il y avait des enjeux qui étaient extrêmement liés entre stratégie d'entreprise, business, donc plutôt direction, et RH. Et donc, on a beaucoup plus bossé main dans la main et je pense que ça a été assez essentiel pour prendre les bonnes décisions au bon moment parce que quand il faut prendre la décision de faire un plan social, c'est ça concerne qui, sous quelle forme on le fait, comment on va le faire, etc. Et après, quand on prend la décision de faire redémarrer la culture, ça passe aussi par pas mal d'itérations avec cette direction, etc. Donc voilà, c'était un peu les deux aspects, je pense, pour traverser la crise. Je me permets de rebondir sur les questions et les sondages. Du coup, dans les principaux défis auxquels on a été confrontés, on est à 50% sur la cohésion d'équipe et finalement à 14% sur le télétravail dans les réponses qu'on a collectées. Et quelque part, c'est assez représentatif de ce que nous, on a vécu. Je pense que le télétravail, c'est apparu comme le défi qu'on a tous très identifié très vite, qui était le vrai problème à régler, qui en fait est devenu quelque part presque un non-problème en termes d'efficacité des organisations. Et par contre, le sujet cohésion d'équipe, donc le sujet humain, sous tous ses aspects, celui-ci, il a vraiment été finalement l'enjeu des organisations. Du coup, je rebondis sur la question de Morgane, sur les sujets. Alors, avez-vous des sujets avec les directions directement sur comment motiver et convaincre que le télétravail n'est pas une mauvaise solution? Alors, nous, de notre expérience, après je pourrais laisser la parole à Marine et Olivier, on n'a pas vraiment eu de direction hermétique au télétravail. Par contre, ce qu'on a vu, c'était des directions qui ne souhaitaient pas prendre des décisions long terme sur le télétravail dans un contexte de crise et de télétravail forcé. Ça veut dire qu'ils sont rentrés dans une logique de dire, d'abord, on va laisser passer cette crise, et puis ensuite, tranquillement, on va réfléchir à l'avenir du télétravail dans l'organisation avec la tête froide. Et moi, je pense que c'est une bonne chose. On a identifié ça surtout lors d'ateliers de co-développement qu'on a mis en place chez nos clients, qui pouvaient être parfois soit pour un COMEX, soit pour un CODIR, soit pour aussi des managers de proximité.
qui était invité à réfléchir sur ce sujet d'une manière animée et structurée. Donc, on a pu mettre ça en place et c'est ça qui est ressorti. L'extrême opposé, c'est des entreprises comme Payfit qu'on a pu voir, qui avec son programme Work from Anywhere s'est dit directement, bah ok, il y a une crise, nous on est une entreprise innovante, on va mettre en place quelque chose qui s'appelle Work from Anywhere et qui permet à chacun de travailler d'où il veut et en fait quasiment de plus avoir de bureau ou juste des shadow office où on vient un petit peu quand on veut, si on veut. Donc, on a vu ça. Je pense qu'on est là dans des cultures d'entreprise très différentes. Pas non plus les mêmes échelles, hein, parce que quand on a 30 000, 40 000 collaborateurs ou quand on en a 1000, c'est pas tout à fait la même chose non plus. Mais en tout cas nous, c'est ça qu'on a observé. Ouais, moi, juste pour rebondir rapidement sur cette question-là, sur le télétravail, donc bon, pour nous, beaucoup n'ont pas trop eu le choix. Et en revanche, même ceux qui étaient sceptiques auparavant, et c'était une question qu'on avait beaucoup avant aussi, le coaching à distance, non mais non, le coaching c'est humain, ça se fait pas à distance. En fait, donc ils ont vu qu'ils n'ont pas eu le choix quelque part pendant un an, et donc Marine en est un des exemples. Ils ont été convaincus par les faits, tout simplement. Qu'en fait le problème n'était pas donc dans le télétravail et c'est un peu ça reboucle avec le sondage, hein. Le problème n'était pas dans le télétravail en soi, le problème était dans l'engagement des personnes et parfois le télétravail peut catalyser les problématiques, mais les problématiques sont là et de toute façon il faut les traiter. Donc voilà, je rejoins effectivement ce qu'a dit Arnaud. Marine, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur cette question précise ou si on passe à... Sur la direction, c'est ça ? Sur oui, le fait de convaincre que le télétravail n'est pas une mauvaise solution auprès de direction. Ouais, alors moi, j'ai un petit cas école qui a bien fait marrer Arnaud et Olivier quand on en a discuté. C'est que nous, je pense que dans le sondage qu'a montré Arnaud, on est vraiment dans la petite tranche où il n'y a pas grand monde sur, en fait, on va repasser quasiment à du présentiel 100% à partir du mois d'août avec seulement 1 jour de télétravail autorisé par semaine. Ce qui, pour avoir fait un sondage aussi dans mon réseau de DRH, est plutôt pas la norme. A priori, c'est plutôt au moins 2 jours par semaine qui est privilégié de télétravail. On est un peu à contre-courant là-dessus. C'est assumé. On a une culture, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est plutôt une culture du présentiel et qui se repose beaucoup sur les interactions qu'on peut avoir avec ses collègues dans les bureaux. Et du coup, on a très, très envie que cette culture-là, elle revienne. Peut-être à tort, hein, si ça se trouve, dans 6 mois, vous me reverrez, je vous dirai qu'on est passé en Work from Anywhere aussi. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est la décision qu'on a prise. Donc, il n'a pas été question de convaincre qui que ce soit parce que on avance tous ensemble dans la même direction. On n'a pas non plus sondé les salariés sur le sujet parce que je pense qu'on n'aurait pas eu les résultats escomptés non plus. Donc là, c'est plutôt une décision top-down qu'on est en train de mettre en place et qu'on accompagne aussi quand même parallèlement parce qu'on n'est pas juste en train de jeter un pavé dans la mare, mais on est en train de réfléchir à d'autres avantages qu'on pourrait proposer qui permettraient aux salariés qui auraient peut-être le sentiment d'avoir perdu une certaine liberté, de la retrouver par d'autres avantages. Donc, ça peut être par des congés, par d'autres choses, et on est en train d'avoir une réflexion plus globale autour de ça. Mais je ne sais pas comment convaincre votre direction de mettre en place le télétravail. Moi, je n'ai pas réussi à le faire. Donc. Je me permets de rebondir. Nous, on a la chance d'être transverse dans les différentes organisations qu'on accompagne. On n'est pas non plus dans cette mouvance de dire télétravail égale innovant, bonne pratique, et pas de télétravail égale mauvaise pratique. Je pense que c'est un schéma binaire qui n'est pas forcément lié à une réalité qu'on vit. Nous, ce qu'on voit surtout, c'est que c'est surtout un sujet. Le sujet de fond, c'est vraiment comment créer des organisations efficaces avec des collaborateurs engagés et comment créer une culture d'entreprise assumée avec laquelle on arrive à avoir l'adhésion. Et en fait, en réalité, c'est pas forcément un gros mot de dire qu'on va faire du présentiel. Et je pense qu'il faut vraiment se mettre dans cette logique de ne pas stigmatiser quand on fait du présentiel et de se dire qu'il y aurait un antagonisme entre être innovant, télétravail, et puis être en présentiel / poussiéreux, quoi. Non, et puis je pense que c'est aussi avant tout de la cohérence. C'est quelle est la promesse pour un nouvel arrivant, par exemple. Et effectivement, des personnes qui arrivent chez Miro où ils savent qu'il y a une culture du présentiel qui est très forte, c'est a priori des personnes qui justement peut-être que le sondage aurait montré que tout le monde était ravi de pouvoir se retrouver parce qu'en fait, c'est des personnes qui sont venues chez Miro pour cette culture-là. Donc, pour moi, c'est avant tout, effectivement, comme Yarno, une question de culture, mais une question de cohérence de bout en bout dans l'expérience collaborateur. C'est ça. Et on ne va pas fermer les yeux totalement. C'est-à-dire qu'à posteriori, on sondera quand même les collaborateurs. Donc, la décision, même si elle a déjà été prise,
on s'assurera que par ailleurs, ce qu'on a pu mettre en place correspond aussi à certaines attentes qu'ils ont. Et pour répondre du coup à la question de Benjamin en parallèle sur la marque employeur, si on suppute que ça pourrait avoir un effet négatif sur notre marque employeur, mais d'un autre côté, comme vient de le dire Olivier, c'est peut-être que les personnes qui choisiront d'intégrer Miro, ce sera parce que c'est une entreprise en présentiel, et je vous assure qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui aiment venir travailler dans des bureaux et échanger avec des collègues à la machine à café. Ça existe encore, donc voilà, et après, comme je le disais, on est en train de réfléchir plus globalement à d'autres avantages qu'on pourrait mettre en place, parce qu'en fait, ce qu'on réalise, c'est que ce que ça va enlever principalement, c'est un sentiment de liberté dans l'organisation de sa journée, comme moi, de pouvoir faire venir un technicien pendant que je suis en train de travailler avec vous aujourd'hui. Donc voilà, on réfléchit à d'autres choses pour pas que ça ait un impact trop négatif sur la marque employeur, parce qu'en plus, parallèlement à tout ça, le business était en train de reprendre, les recrutements reprennent, et en termes d'attractivité, ça pourrait être un frein. Donc, je pense que c'est un juste équilibre à trouver pour que la marque employeur n'en pâtisse pas trop. Absolument. Il nous reste 2 minutes. Je me permets de rebondir sur la question de Caroline, sur quelles ont été les difficultés majeures ou les points d'attention pour ce type de formation ou d'accompagnement en distanciel. Donc tout à l'heure, Olivier a formulé une réponse sur le coaching à distance et les bonnes pratiques qui étaient assez complètes. Nous, donc en tant qu'organisme de formation, dispensons des formations collectives sur tout ce qui est soft skills, compétences transverses. Ce qu'on a été amené à faire, c'était de gérer une problématique d'outils. Déjà pour mettre en place une expérience de formation vraiment satisfaisante d'un point de vue purement technique. Donc on s'est intégré à différents outils et finalement on a craqué ça assez rapidement. Ce qui a pris plus de temps et sur lesquels on a eu des résultats vraiment surprenants, c'était de créer des pédagogies innovantes adaptées au distanciel. Et ça, effectivement, c'est essentiel. Le fait de prendre une pédagogie qui est adaptée au présentiel en termes de prise de parole, de partage de bonnes pratiques, etc. Ça ne pouvait pas fonctionner. Déjà, on avait des temps qui étaient réduits. Des formations demi-journée sont devenues des formations 2 heures. Des formations journée sont devenues des formations demi-journée parce qu'on ne laisse pas les gens non plus devant des écrans pendant 12 heures d'affilée pour se faire former. C'est complètement indigeste. Et puis après, voilà, donc nécessité de plus préparer en amont pour les formateurs et d'avoir des pédagogies très rythmées dans les contenus, et puis aussi quelques actions en ligne, en asynchrone, qui pouvaient être faites avec la création aussi de différentes rooms et tout ça. Mais en réalité, finalement, je pense à un progrès collectif de tous les organismes de formation sur ces thématiques de formation à distance. On a vraiment fait un step-up en termes de qualité et d'expérience pédagogique pour les apprenants. Du coup, je profite rapidement de dernière minute pour répondre à la question de Lucas sur quand le coaching ne suffit pas et les besoins plus importants. En fait, nous, on voit le coaching comme l'ouverture d'un espace d'expression où, en fait, qui ne se termine pas à la fin du coaching. Et en fait, l'idée, c'est que chaque coaché repart avec une feuille de route. Et donc, potentiellement, si pendant le coaching sont identifiés des besoins plus importants qui ne peuvent pas être réglés par le coaching, ça peut faire partie de la feuille de route de dire je me suis mis en action pour résoudre le problème que j'avais. Et donc peut-être que ça va aller, les prochaines actions, c'est d'aller chercher de l'aide ailleurs, de l'aide auprès des RH, de l'aide auprès d'un soutien donc justement plus psychologique, soit dans l'entreprise, soit à l'extérieur. Donc voilà, donc le coaching, c'est la porte d'entrée pour se mettre dans le chemin de résoudre une problématique identifiée, et c'est déjà le fait de passer à l'action qui est fort. Et après, effectivement, nous, on propose des coachings, on ne prétend pas résoudre tous les problèmes de tout le monde, malheureusement, en 3 séances d'1 heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles qu'on n'aurait pas traitées? Arnaud, est-ce qu'il y a d'autres questions que tu veux reprendre t'es en milieu? Écoutez, pour moi, il est midi et demi. Si ça vous va, je pense qu'on peut clôturer ce webinaire. En tout cas, merci infiniment, Marine, pour ton témoignage qui était vraiment fort et marquant. Je pense que vous avez vraiment vécu cette crise et puis aussi le happy end qui va avec maintenant. Voilà, donc merci à tous pour votre participation. Merci à Simundia pour la co-organisation. Et puis merci aussi beaucoup. Qui m'entend. Merci pour votre invitation et puis à bientôt. À bientôt, bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.